4. Chaque matin je suis réveillé par un concert de voix nasillardes, de cris assourdissants. Au-dessous de ma fenêtre, de l'autre côté de la rue, s'étend un caravansérail, sorte d'auberge arabe, composée de hangars encadrant une vaste cour. Cette cour, pleine d'indigènes, de chameaux accroupis, de mulets chargés, offre un spectacle singulier, bien fait pour captiver un peintre. Des Arabes du désert, en burnous sales et troués, à la barbe rare, au teint fauve, s'interpellent, se bousculent parmi les ballots. Quelques-uns se disputent avec des éclats de voix rauques et des gestes frénétiques. Les appels se croisent dans l'air, ô Mohamed. Ô Ibrahim. Ô Souleymane. Plus loin, sur la terrasse d'une riche maison mort, des négresses disposent, à l'aide de cordes tendues, du linge et des vêtements, cafetans roses brodés d'argent, étoffes d'un bleu clair ou d'un vert tendre. Le soleil rend plus vive encore ces teintes flamboyantes, semblables à celles des pavillons qu'arborent les navires un jour de fête. J'aime à m'enfoncer au hasard dans les quartiers arabes de Tunis, cherchant les recoins les plus solitaires, les plus silencieux. Les habitations, masses compactes de maçonnerie, ressemblent à autant de sépulcres. La vie s'y dissimule, il n'en sort que des bruits vagues et fugitifs. Sur la rue étroite de grandes façades nues, percées seulement tous les 20 mètres d'une fenêtre garnie de barreaux et de moucharabis, une seule porte avec un guichet, tel est l'aspect extérieur de ces étranges demeures, qui ne semblent habitées que par le mystère. C'est dans ces forteresses impénétrables que l'Arabe et le Mort cachent leurs trésors, leurs femmes. Mais au milieu de ces blocs de pierre s'ouvrent quelquefois des cours, des jardins délicieux. Dans le champ limité que laisse au regard l'entrebâillement d'une porte aussitôt refermée, j'ai pu voir de petites cours ornées de fontaines, de bosquets de mimosas, d'acacias, des réduits pleins de fraîcheur, animés par le murmure des eaux. Ce que l'étranger ne peut se lasser de voir, ce sont les bazars, lieux où se concentre toute la vie extérieure, toute l'activité de la ville. Les bazars, véritables forums de Tunis, sont immenses. Ils se composent de longues séries de galeries couvertes, affectées chacune à un commerce distinct. Ces galeries sont divisées en petites boutiques basses, obscures, innombrables où se vendent et même se fabriquent les objets les plus divers, les bibelots indispensables à la vie orientale. L'on y voit des cases d'1 mètre carré servir d'atelier à 3, à 4 ouvriers courbés sur des nattes, brodant avec des fils d'or des selles ou des harnais en maroquin. Des Maures au teint mat, des Mozabites en burnous rayés de noir sont accroupis entre les piles de marchandises, attendant les visiteurs. Les uns sommeillent, les autres rêvent en fumant du tabac odorant. Des changeurs, assis à terre, ont des monceaux de monnaie accumulés devant eux. Partout il y a foule. À l'entrée du bazar s'ouvre le souk ou marché aux fruits et à la cire, encombré de paniers de dattes, pistaches, bananes, de sacs de caroubes, d'aloès ou d'épices. Aux odeurs suaves qui flottent dans l'air se révèlent ensuite souk aux essences et parfums. On y débite dans des flacons minuscules l'essence dite de rose de Kérouan, fabriquée avec des géraniums, ou dans des boîtes de nacre le hennet, dont les mauresques se teignent les ongles. Cette galerie, formée de jolies colonnades reliées par des arceaux, est celle des tailleurs. Dans les étroites boutiques sont suspendus des vêtements de femmes et d'enfants, de couleurs tendres, tissés de fils d'argent et d'or, vestes chargées d'orfèvrerie, garnies de gros boutons, gilets, serre-têtes, ceintures bariolées. À l'aide de métiers fonctionnant sous nos yeux on fabrique de jolis foutas, mouchoirs de soie à raies de couleurs tranchantes. Voici le souk aux babouches et pantoufles, interminable, peuplé d'une légion de cordonniers kabyles, puis celui des joailliers, presque entièrement occupé par des juifs qui vous offrent ces 1000 bijoux communs dont se parlent les femmes arabes, bracelets, anneaux de jambes, colliers de médailles. Cette autre galerie est consacrée aux menuisiers. On y voit des meubles de toutes dimensions et de toutes formes depuis les jolis coffrets sculptés, ornés d'arabesques, à serrure de cuivre, jusqu'aux cercueils peints de couleurs tendres, fort élégants, si on les compare aux affreuses boîtes destinées au même usage dans nos pays.
Sous ces arcades allongées s'entassent des monceaux de coiffures en drap rouge, fez, chéchia, tarbouche, de tapis de Smyrne et d'Alep aux dessins variés, de pipes, de miroirs de main à manche. Voici des selles de maroquin et de velours, puis des poteries de formes bizarres, des faïences persanes, des vases d'argent niellés, des ornements en métal. Plus loin encore sont les armes damasquinées, longs fusils incrustés de nacre, yatagans barbaresques. Le soleil jette ses paillettes éblouissantes sur ces amas d'étoffes brochées d'or, sur les armes et les instruments de cuivre. Au milieu du bazar, entre 4 colonnes, se balance un grand croissant de cuivre, des étoiles de métal et les armes du bey. C'est là que se voyait autrefois la cage servant à l'exhibition des esclaves. Sous la pression des puissances européennes, ce commerce a été aboli officiellement en Tunisie. Près de cet endroit, sous une galerie, s'élève un petit monument de forme ronde et de 4 pieds de haut sur lequel brûlent des centaines de bougies roses. Aucun musulman ne l'approche sans se prosterner et baiser dévotement la calotte passée à la chaux qui le recouvre. C'est la sépulture d'un saint. Mais pourquoi est-elle placée dans ce lieu bruyant et encombré? Mystère.